Maintenant, nous allons écouter José Vega sur un sujet un peu pareil, d'un autre angle. José est un des jeunes activistes du mouvement Larouche. Et comme vous l'avez entendu dans le panel précédent, on a absolument besoin que les jeunes joignent notre mouvement et se plongent dans ces profondes conceptions, en particulier celle de la belle âme. Vega va nous parler de Roméo et Juliette dans votre société. Two households, both alike in dignity, in fair Verona, where we lay our scene, from ancient grudge break to new mutiny, where civil blood makes civil hands unclean. From forth the fatal loins of these two foes, a pair of star-crossed lovers take their life, whose misadventured, piteous overthrows do with their death bury their parents' strife. The fearful passage of their death-marked love, and the continuance of their parents' rage, which, but their children's end, naught could remove, is now the 2 hours' traffic of our stage, the which, if you with patient ears attend, what here shall miss, our toil shall strive to mend. Hi everyone, my name is Jose Vega. I was asked to do a presentation on Romeo and Juliet, which, yes, I would do any day of the week because, frankly, Romeo and Juliet is my favorite Shakespeare play, and with good reason. I truly believe it's one of the plays that can really guide you to understanding the culture today and really figuring out where you are. Deux anciennes maisons d'égale dignité dans la belle Vérone où se tient notre scène font un nouvel éclat de leur antique arme. Le sang civil salit les mains des citoyens. Or, dans le sein fatal de ces deux ennemis, deux amants prennent vie sous la mauvaise étoile. Leur malheureux écroulement enterre en leur tombeau la haine des parents. Les terribles moments de leur amour mortel et l'obstination des rages familiales que rien sinon la mort des deux enfants n'apaisera. Pendant 2 heures, nous le jouerons sur ce théâtre, et si vous nous prêtez une patiente oreille, tout défaut, notre zèle le rachètera. Donc, je suis José Vega, on m'a demandé de faire une présentation sur Roméo et Juliette, qui est ma presse préférée. Roméo et Juliette n'est pas la plus grande romance, ni la plus grande histoire d'amour jamais racontée, c'est la plus grande histoire de mort jamais racontée. Parce que ce ne sont pas seulement les gens qui meurent dans la pièce, mais toute la société qui meurt, au sens figuré et au sens propre. Et je vais vous expliquer pourquoi. Mais d'abord, je veux détruire cette notion que signifient les amoureux croisés par les étoiles. Certains disent que Roméo et Juliette n'ont pas eu de chance, ce que beaucoup d'universitaires modernes ont défini comme un amour raté, soit par malchance, ou parce que les étoiles n'étaient pas en leur faveur. Peut-être que d'une manière ou d'une autre, vous avez été énervé. Vous avez énervé les étoiles même. Mais non, en fait, ce n'est pas du tout ce que Shakespeare voulait dire, parce que je ne pense pas que Shakespeare ait adhéré à la superstition. Shakespeare ne serait jamais d'accord avec quelqu'un qui dit que c'est le destin qui décide. Nous le savons, parce que dans Jules César, une autre pièce de Shakespeare, Cassius dit à Brutus cette citation. La faute, cher Brutus, n'est pas dans nos étoiles, mais en nous-mêmes. Alors, sans aller beaucoup plus loin dans cette citation, ce que dit Shakespeare, en gros, c'est que ce n'est pas de la faute des étoiles si nous sommes dans le pétrin dans lequel nous sommes aujourd'hui. C'est nous qui s'y sommes mis. Et tous les problèmes du monde sont de notre responsabilité, dû à ce que nous, en tant qu'humanité, avons fait. Donc, il n'est pas logique de blâmer une force supérieure ou de blâmer Dieu pour tous les problèmes du monde. Parce que, Dieu, pour une fois, ne nous a pas mis ici sans aucune défense. Il nous a donné un esprit. Alors, ce n'est pas la peine de dire que c'est la faute de Dieu. Ce n'est pas un argument. Parce que, bon, franchement, c'est à vous de trouver la solution. C'est pour ça que vous êtes ici, d'ailleurs. Donc, dans Roméo et Juliette, c'est une histoire d'un amour raté ne s'explique pas, parce que c'était trop superstitieux. Pour Roméo, c'est le coup de foudre avec Juliette. On est dans la sincérité des sentiments. Il abandonne tout sentiment pour la fille qu'il aimait avant, Rosaline. On ne voit jamais d'ailleurs, et qui n'est mentionné que dans le premier acte. Il oublie immédiatement. Les gens aiment écarter Rosaline d'un revers de la main, parce que cela rend toute cette dispute romantique très gênante. Ils ne peuvent pas dire que Juliette, c'est juste un coup de foudre. Mais Shakespeare utilise cela. Roméo tombe amoureux de Juliette presque instantanément, parce que c'est un amour infantile.
Cervantes, je crois, emprunta à un littéraire contemporain de Shakespeare, dans une autre langue d'ailleurs, décrit aussi Cervantes de façon similaire, ce type d'amour, amour infantile. Il écrit le coup de foudre non pas comme un véritable amour, mais comme un appétit, un désir. C'est un désir qui le poussait à aller chercher Juliette. Ah, je dois me la faire. Alors, ce coup de foudre, Roméo pour Juliette, au premier coup, c'est simplement pas du tout réel. Ce n'est pas vraiment Shakespeare n'aurait jamais accepté que ce soit défini comme un véritable amour. Mais je les évoque parce que leurs amours infantiles, c'est aussi une fuite, comme je l'ai dit. Une fuite de quoi? Eh bien, de la société dans laquelle ils vivent. Parce qu'au tout début de la pièce, après le prologue, Shakespeare nous présente deux personnages, Samson et Grégory, que nous ne revoyons plus jamais. Mais dans toute pièce de Shakespeare, les conditions tragiques de la société ou du décor sont dites au début, dans le premier acte, dans la première scène. Et nous voyons Samson et Grégory parler carrément de tuer des jeunes filles, de leur couper la tête, de les pousser contre le mur. Voilà le type de discussion vulgaire et dégénérée qu'ils ont. Et c'est la façon dont Shakespeare nous dit qu'à Vérone, cela est la norme. C'est ainsi que les gens se parlent en société. C'est comme ça que les choses se passent à l'époque. Quelqu'un voudrait-il grandir dans ce genre de situation? Bien sûr que non. Mais pensons à notre monde aujourd'hui. Nous remplissons en quelque sorte cette condition. Aujourd'hui, nous passons superficiellement sur nos films, nos émissions de télé, d'autres médias où on voit que de la violence, une utilisation brutale du langage, du sang, des actions totalement décadentes nous sont montrées à l'écran et censées refléter la vie réelle des êtres humains. Ainsi, notre société remplit déjà les conditions d'une société tragique, tout comme Vérone l'a fait l'été au début de la pièce. C'est fou, car nous sommes en train de vivre la plus grande histoire de mort jamais racontée. Avant d'en finir avec cela, je vous promets de ne pas vous laisser pessimiste. Je ne voudrais jamais que cela arrive. Je vous dis simplement que Shakespeare nous présente une société qui est allée trop loin. Et dans certains cas, notre société peut lui ressembler. Mais disons que l'espoir brillant de sauver notre société repose sur vous, la personne qui regarde ce programme-là maintenant, qui est prête à m'écouter, et surtout les jeunes, parce que tous ceux qui ont fait du monde un endroit dangereux vont devoir mourir à un moment donné. Et nous devons parier sur ceux qui se sont engagés à rendre le monde meilleur, parce que sinon, nous ne ferons qu'adopter les mêmes problèmes, problèmes qui ont rendu la société terrible, comme les familles en conflit dans Roméo et Juliette. Vous voyez, les familles anglaises, les Montaigu et les Capulet, ne se rappellent même pas pourquoi ils se battent. Ce n'est qu'une vieille querelle, un peu comme aujourd'hui. Tenons pour acquis que les démocrates sont terribles. Non, les républicains sont terribles. Tout est terrible. Et Mercutio, un autre personnage de la pièce, est exactement comme ça. Mercutio pensait que les deux familles avaient tort. Les Montaigu sont nuls, les Capulet sont nuls, et il dit en mourant que la peste soit de vos deux maisons, qui est un petit peu un présage, car il y a la pièce qui vient à la fin de la pièce. Mais, quoi qu'il en soit, Roméo et Juliette se servent l'un de l'autre pour échapper à cette société tragique, plutôt que de décider de faire quelque chose pour faire quelque chose. Ceci pourrait être le commentaire de Shakespeare qui dirait « Que peuvent-ils faire ou que devraient-ils faire à ce sujet ?» Et c'est une bonne question, c'est une question que j'ai moi-même, je me suis battu avec cette question. Que peuvent-ils honnêtement faire face à une société qui s'effondre, comme aujourd'hui? Que pouvons-nous faire à propos de la société qui s'effondre maintenant? Et le vrai problème, c'est qu'il n'y avait pas d'Institut Schiller à l'époque. Il n'y avait pas de Lyndon LaRouche dans la société de Vérone. Ils auraient probablement dû en avoir un. Et c'est notre avantage aujourd'hui, que nous avons ces panels, ces deux journées de panel. Parce que la façon dont la pièce se termine, c'est un grand fléau, une vaste peste. Roméo est mort, Juliette est morte,
les familles décident finalement d'écraser leur petite querelle de rien du tout, mais tous les jeunes sont morts. Tybalt est mort, Mercutio est mort, Romeo, Paris, Juliette, tous les jeunes personnages sont partis. Les seules personnes qui peuvent littéralement se reproduire dans la société sont mortes. Le fléau, la peste, n'est que l'annonce tardive de la mort de la société dans son ensemble. La pièce se termine et tout le monde meurt. C'est pourquoi c'est la plus grande histoire de mort jamais racontée. C'est ce qui la rend tragique. La mort de Roméo et de Juliette n'est pas la partie tragique. Tout le monde meurt. Nous répétons ces mêmes erreurs actuellement. Mais comme je l'ai dit, nous avons l'Institut Schiller. Nous n'avons donc pas besoin d'être victimes des mêmes erreurs que la société, justement, de Vérone de l'époque. Parce que nous avons réellement des solutions. Contrairement aux autorités supposées dans la pièce Roméo et Juliette, on a quelqu'un comme le frère Lawrence qui voulait bien faire. Mais honnêtement, tout ce qu'il a fait, c'est alimenter le feu qui avait déjà commencé en aidant Roméo et Juliette dans leur mésaventure infantile pour tenter de se réunir et de s'échapper ensemble. Nous n'avons aucune idée de ce qui se serait passé s'ils avaient eu leur happy ever. Mais la prétendue autorité morale, le frère Lawrence, alimente leur amour infantile et continue à le nourrir plutôt que de le briser ou d'être simplement la voix de la raison. D'être la voix de la raison pour l'ensemble de la société. Au lieu de cela, il a choisi de ne pas intervenir de manière significative. Il se contente de rester en retrait et choisit d'aider les jeunes à échapper plutôt que de réparer la société dans son ensemble. Donc, à tous ceux qui regardent ceci, je voudrais juste vous demander, êtes-vous prêts à être un héros, à vous battre pour votre société et à dire « Je refuse de laisser ma société mourir » ou bien allez-vous, comme Roméo et Juliette, choisir de vous échapper? Que votre esprit soit en train de se droguer ou que vous cherchiez de trouver avec qui vous pourriez tomber amoureux pour rester dans l'angoisse, est-ce si différent finalement? Vous avez un choix à faire. Et les solutions qui vous ont été présentées dans les 3 derniers panels sont la voie à suivre pour résoudre les problèmes de notre société afin que nous puissions dépasser nos conditions tragiques plutôt que de nous y soumettre. Je vous remercie.